Bonjour Marco, bonjour à tous. Bienvenue à votre matinale Matin Bonheur. Vous le savez, ici, il y a tout ce qu'il vous faut afin de passer une excellente journée. N'est-ce pas Marco? Nessie, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cet autre pan de cette émission pour la semaine. Je rappelle que nous allons jusqu'à 7h30. Tout de suite, nous démarrons cette émission avec, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, on démarre avec la découverte d'un très, très beau pays. Et c'est la Norvège qui s'y colle ce matin. Bon réveil à toutes et à tous. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir ou pourquoi pas redécouvrir ce magnifique pays qu'est la Norvège à travers ces belles images. Vous êtes à Matin Bonheur et vous le savez, tous les matins, on bouge un tout petit peu. C'est la gym. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle session de gym. Aujourd'hui, on va faire un peu d'abdominaux. Pour cela, il vous faut un seul haltère, pas une paire, mais un seul haltère. Il vous faut aussi un tapis pour vous mettre au sol et puis travailler. On part directement pour le premier exercice. Regardez, on s'allonge, on ne prend pas d'abord l'haltère, ok, et on reste là. Ok, on tend les bras là et on gaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On s'allonge maintenant et on prend l'haltère. Ok, on va faire des séries de 20 aujourd'hui. Donc soyez courageux chez vous à la maison. On prend l'haltère, on l'attrape par les extrémités. Ok, là. Et puis on va chercher les genoux. 1 et on repart. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, courage, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, si vous faites cet exercice, quand le faisant, vous avez mal au dos, ok, vous vous allongez là et vous revenez juste là. Vous décollez juste les épaules du sol, ok, pas tout le dos. Donc, vous faites 1, 2, d'accord, sans trop monter. Allez, le deuxième exercice, on tend les jambes là. On attrape la terre toujours dans le même sens et on part plus haut. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, soufflez. Allez, respirez, soufflez, soufflez, soufflez. On va repartir encore, ok, pour un autre exercice, mais cette fois-ci, on plie les pieds à nouveau, ok. Toujours l'haltère attrapé dans le sens de la longueur, ok. Et puis on monte là. 1, 2, 3, ok. On va en faire 20. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bras tendus, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsque vous finissez, vous soufflez. Vous pouvez prendre environ 1 minute de repos. D'accord. Après tout cet enchaînement d'exercices, vous soufflez un peu. 1 minute. Et puis vous repartez encore une deuxième fois pour tous ces exercices. Nous, on continue ici. D'accord. Regardez. On va changer encore d'exercice. On tend les jambes. Cette fois-ci, on va faire des cercles de la droite vers la gauche avec l'haltère. On va faire 10 deux fois avant de faire 10 deux fois aussi dans l'autre sens. 3, 2, 1, go. 1, lorsque vous remontez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsque vous finissez cet exercice, vous soufflez 10-15 secondes et vous reprenez encore dans le même sens. Nous, on part directement dans le deuxième sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Allez, on s'allonge encore. Courage. On tend les bras. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, si vous finissez cet exercice, vous soufflez encore, je répète, et vous faites encore une deuxième fois cet exercice. Vous pouvez aussi faire des séries de 20, de 30, si vous êtes beaucoup plus entraîné. Merci de nous avoir suivis. Je termine en disant que cet exercice, pour les personnes qui ont des problèmes de dos, pas la peine de le faire. Vous pouvez faire des crunchs tout simplement pour ne pas justement créer des tensions au niveau du dos. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, gardez la pêche. Merci beaucoup, coach Fabio Capello. C'est comme ça qu'on aime l'appeler, le surnommer. Bienvenue encore une fois. Si c'est seulement maintenant que vous nous prenez en marche pour ce troisième rendez-vous de ces matinales. Aujourd'hui, nous célébrons toutes les félicités. C'est la Sainte Félicité. On salue donc toutes les personnes qui se prénomment Félicité. Bien évidemment, notre réalisatrice Soro Félicité Sinediawa, à qui nous faisons un gros bisou. Continuons cet élément justement parlant de femmes pour rester dans la spirale de la Journée internationale des droits des femmes. C'est demain, bien sûr, le 8 mars. Et à l'occasion de cette journée, dont le thème en Côte d'Ivoire est inclusion financière des femmes et filles du milieu rural. Alors, pour ce faire, notre reporter Guillaume Zéré, comme à l'accoutumée, a pris sa caméra et a essayé de faire un petit tour dans la ville d'Abidjan afin de prendre un peu le pouls, voir un peu la situation de la femme. Enquête Express, Guillaume Zéré, c'est parti. 1995. La Côte d'Ivoire ratifie l'ensemble des dispositions et conventions internationales relatives à l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Plus de 20 ans plus tard, le bilan est mitigé. On voit des femmes à certains postes de responsabilité, des postes de ministres, d'ambassadeurs, des élus, des députés, des maires. On voit de nombreuses femmes qui ont de grands diplômes, mais il y a une grande majorité de femmes dans le secteur informel. Et ces femmes-là, quand on part en pourcentage, on se dit qu'il y a beaucoup à faire. En 1999, par exemple, nous n'avions pas de femmes présidentes d'institutions en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y en a une. Nous avons, dans les premières législatures, que 3 femmes députées en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y en a environ 30. Environ 11% de femmes sont représentées à l'Assemblée nationale. Et donc, nous pouvons dire qu'il y a une évolution. Mais
si nous voulons parler d'équité dans la participation des femmes en politique ou alors dans les sphères des décisions, on pourrait dire que nous sommes loin du compte. Encore peu représentées dans les instances de décision, mal scolarisées, victimes de la subordination. Pourtant, la volonté de participer à la vie de la société ne manque pas. Moi, je vends un loco. J'ai fait 10 enfants avec mon mari. C'est avec un loco que j'ai pris pour aider mon mari jusqu'à... On a nourri tous ces 10 enfants. Aujourd'hui, il y a 7 qui travaillent. Même si elle n'a pas eu de travail dans son commerce, elle doit savoir calculer, faire les calculs. Donc la femme doit aller à l'école. C'est normal que la femme doit aller à l'école. Et aujourd'hui, femme peut être président comme femme peut être ministre. Une détermination qui se heurte bien souvent à des considérations culturelles, sociales et parfois même religieuses. Comment on peut confier un poste de responsabilité à une femme alors qu'il y a les hommes qui sont là? Ils ont le même diplôme. Pourquoi? Hein? Une femme est diétrice. Même si elle a le même diplôme, il faut l'homme d'abord. Il y a des pays où, même quelle que soit l'expérience de la femme, on ne prend jamais une femme pour donner un poste de responsabilité. Le 21 novembre 2012, le Parlement ivoirien a voté un texte de loi qui fait de la femme l'égale de l'homme au sein du foyer. Malgré la volonté politique, la parité du genre est loin d'être une réalité. Et les femmes continuent de subir toutes sortes de violences. C'est vrai que la jeune fille, elle est scolarisée, mais elle sort du cursus le plus tôt possible. Et ça n'arrange pas le genre. Ça, c'est comme, ça agresse quelque part les droits de la femme, puisqu'on ne lui permet pas de poursuivre ses études jusqu'au bout. Il y a certaines femmes mariées légalement, mais ne connaissant pas leurs droits légaux, ne savent même pas, en allant signer un contrat de mariage, qu'est-ce qui regorge ce contrat. Mais quand elles n'ont pas la chance et que ce mari décède, elles sont dépossédées. Parce que le système coutumier ne reconnaît pas le mariage civil. Malgré ce sombre tableau, on reste optimiste du côté des organisations de lutte pour les droits de la femme. Pour nous, l'autonomisation de la femme passe par la scolarisation de la jeune fille. Et en cela, nous remercions vraiment le chef de l'État pour sa politique de la gratuité de l'école. Et il faut dire que cette politique a amélioré le taux de la scolarisation de la jeune fille. Et vraiment, nous espérons que l'État va continuer sur cette lancée pour que la femme soit autonome. Comment faire en sorte que les femmes puissent être financées pour des projets dans des secteurs qui sont des secteurs réservés aux hommes, par exemple. Et donc, voilà un peu le combat que nous menons et nous espérons en tout cas que la puissance publique, c'est-à-dire les gouvernants, vont nous accompagner encore mieux. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent 49% de la population, quasiment l'égal de l'homme sur le plan démographique. Mais loin derrière lui, lorsqu'il faut lui donner sa place dans la société. Demain, 8 mars, journée internationale des droits de la femme, ça sera l'occasion pour nous de revisiter les femmes qui ont marqué l'humanité. En attendant, on a une femme également qui marque son domaine d'activité. Avec elle, on parle correctement le français. Madame Inao Zappé est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue chez vous. Merci. Alors, bonjour, avec vous aujourd'hui. Oui, mais avant d'arriver là, on va préparer un peu le terrain. C'est la journée de la femme, vous l'avez dit, donc on va lui demander son avis sur cette journée. Madame Inao, votre avis sur la journée de la femme, tout ça. Journée de la femme, mieux journée des droits de la femme. Journée bienvenue, puisque la femme en elle-même, c'est l'essence de la société. Alors reconnaître en la femme des droits, c'est valoriser le monde entier. Qu'est-ce que vous pensez de la situation des femmes dans notre pays? Vous pensez qu'elle est reluisante? On peut mieux faire? On peut mieux faire. On peut mieux faire. Oui, notre société peut mieux faire en mettant au devant des choses encore plus de femmes. Car il faut dire que les femmes, elles ont beaucoup d'esprit d'innovation. Et puis, l'intelligentsia se retrouve aussi dans le secteur des femmes. Alors, on va prendre le pouls, après avoir pris le pouls donc, de la situation des femmes dans notre pays, on va prendre le pouls du français donc, et des expressions qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a le verbe gréver, entre guillemets, bienfaisant, au plan littéraire, au plan politique, dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, pléonasme, bas, haut, derrière. Nous sommes tout oui, Madame Inao. Bien. Nous allons entamer avec le verbe gréver. Par moment, nous entendons certains employer ce verbe-là
dans le sens de la cessation d'activité pour des revendications. Il faut dire que le verbe gréver, c'est un verbe qui est affilié généralement aux finances. Gréver, c'est dans le contexte des finances. Et donc, la cessation d'activité, c'est une grève. On dira faire grève ou encore se mettre en grève, mais pas gréver. Parce que lorsque vous dites gréver, c'est au niveau des finances. Je vais prendre un exemple. Le budget de cette famille grève lourdement à cause des dépenses éducatives. On a une famille nombreuse sur laquelle pèse le budget, puisque cette famille-là est nombreuse. Donc, il faut faire très attention au verbe gréver. Le verbe gréver n'a rien à voir avec la cessation des activités pour des revendications. Mais il fait plutôt allusion à l'aspect financier. Donc, on a grévé et on a faire grève. Voilà. Deux choses carrément différentes. Également bienfaisant. Dieu faisant. Je crois que je l'ai annoncé à la dernière émission avant de partir. Dieu faisant. On a cette expression-là. Généralement, on est face à une situation. On a envie de dire à l'autre que c'est Dieu, normalement, qui doit prendre la décision. C'est Dieu qui nous permet d'accéder à ceci ou à cela. Mais attention, lorsque vous dites Dieu faisant, vous donnez l'impression que Dieu est un antagoniste. Alors que pour nous, Dieu n'est pas un adversaire. Dieu est celui-là même qui vient pour nous donner le réconfort. Donc, il serait intéressant pour cette expression-là de plutôt dire Dieu aidant. Voilà, c'est mieux. Et Dieu voulant. Dieu voulant, dans la volonté, vous donnez l'impression de ne pas être trop heureux de la décision qu'il va prendre. Donc, il faut faire très attention aussi dans l'emploi de Dieu voulant. C'est plus intéressant de dire Dieu aidant, parce qu'en ce moment-là, on voit en Dieu quelqu'un en qui on peut retrouver le réconfort. Donc, Dieu aidant. Dieu aidant. Et non Dieu faisant. Alors, je rappelle tout de suite, il y a des gens qui prennent des notes à la maison, qu'avant ça, on a parlé de gréver. Gréver, ça n'a rien à voir avec le syndicalisme, non, mais ça a tout à voir avec la finance. Hein. Dans le domaine financier, gréver, c'est là que ce verbe intervient, verbe du premier groupe, je rappelle au passage. Alors, la suite, nous allons voir quelle expression. L'expression suivante, je crois que c'est... Au plan littéraire, au plan politique, au plan social, etc. On entend ça très souvent. Très souvent. Moi, je me suis intéressée à cela parce que en fin d'année, nos enfants iront à l'examen. Et je crois que quand ils font les rédactions des textes argumentatifs, cela intervient. Il faut dire que, en parlant de plan physique, plan littéraire, plan politique, on veut parler d'un domaine de recherche, d'un secteur bien précis. Donc, on ne peut pas dire au plan, puisque vous ne pouvez pas dire au secteur politique. Non, c'est à l'intérieur du secteur. Donc, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan intellectuel. Donc, désormais, je vous en prie, redresser cette expression. Il faudrait dire sur le plan littéraire, politique, religieux, intellectuel, etc. En lieu et place de au plan politique, au plan social. Et il y a également une expression qu'on utilise très souvent à la fin de nos courriers, dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer. Quand vous prenez cette expression, on a tendance à croire que vous forcez la main à votre destinataire. Non. Cette formule ne va pas influencer la décision que va prendre celui qui va recevoir la lettre. Donc, simplement, veuillez agréer, monsieur. Dans l'espoir, vous donnez l'impression que, coûte que coûte, il doit accepter votre demande d'emploi ou votre demande d'aide. Donc, il faut se détacher de l'expression « dans l'espoir d'une suite favorable », dans l'attente d'une suite favorable, mais plutôt « veuillez agréer simplement ». Que ce soit une femme, un homme, qu'on adresse à un homme ou une femme. Veuillez agréer monsieur le directeur ou monsieur le ministre, Madame etc. Ou madame la directrice. L'expression. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments déférents, par exemple.
Ça, c'est dit. Alors, dans l'espoir d'une suite favorable, donc il veut y agir. Nous avons en plus les pléonasmes. Les pléonasmes. Je crois que nous sommes revenus un peu sur ces pléonasmes-là, sur ce plateau, mais il faudrait qu'on apporte un éclairci. Oui, on a le temps, allez-y, on a le temps. Il faudrait qu'on apporte un éclairci à ce niveau. Nous avons l'adverbe bas, l'adverbe haut et l'adverbe derrière. Il faut faire très attention. On va parler de pléonasme lorsque ces adverbes-là sont employés sans complément. Je vous prends un exemple. Cet homme monte en haut du toit. Quand on prend la phrase, vous remarquez qu'à la suite, monter, et puis on a en haut. Quand on monte, normalement, c'est en haut. Mais du moment où on ajoute le toit c'est un complément circonstanciel. Dès que le complément est là, on ne parlera plus de pléonasme, on pourra accepter dans le contexte. Oui, la phrase sera correcte. Exemple. Il monte en haut du toit. Le toit est un complément circonstanciel. Il descend au bas de l'escalier. Il descend où? Au bas de l'escalier. Donc, on a l'escalier ici qui est le complément circonstanciel. Là, c'est toléré. Là, c'est admis. C'est admis dans le contexte littéraire. Voilà. Et puis ensuite, on a derrière. Il est derrière son père pour le défilé. Ou encore, il marche derrière le défilé. Puisque le défilé, il se fait devant et vous êtes en arrière, cela peut s'accepter parce que défilé ici est un complément. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation de bas, haut et puis derrière. Parce qu'on a tendance souvent à les mettre dans le même moule des pléonasmes. D'accord. Quand ils ont un complément, il n'y a plus de pléonasme. D'accord. Donc, avec vous, on a vu le verbe gréver, Dieu faisant, au plan littéraire, au plan politique, dans l'espoir de suite favorable, veuillez agréer le pléonasme bas, haut et derrière. Oui. On va récapituler. Bien. On va revenir sur le verbe gréver. Donc, on va revenir au verbe gréver. Il faut dire que, chers téléspectateurs, le verbe gréver n'est pas dans le contexte de la revendication comme vous le pensez. C'est dans le contexte des finances. Donc, on a un budget qui pèse lourd sur un pays ou sur une tierce personne, on pourra parler de gréver. Mais quand c'est le contexte de la revendication, on parlera de faire grève ou se mettre en grève. Et Dieu faisant, ça ne se dit pas idéal. Dieu faisant. Je vais revenir un peu sur l'intonation du verbe faire qui est à l'intérieur. À force de prononcer, à force de dire faisant, nos enfants aujourd'hui ont tendance à écrire fait avec le E, puisqu'on prononce faisant. Il faut faire très attention, c'est faisant. Ce n'est pas faisant, c'est faisant. Et donc, je reviens à l'expression Dieu faisant. Il faudrait, en lieu et place de cette expression, utiliser Dieu aidant pour comprendre que Dieu est pour nous quelqu'un de magnanime. Merci beaucoup. Je vous en prie, Marco. C'est un plaisir de vous avoir tous les mercredis avec ces expressions-là qui parfois constituent des pièges pour la langue de Molière. Il est 6h19, nous sommes seulement à quelques minutes du journal, de la première session d'information sur RT1. Nous allons aller dans un reportage santé, donc dans le cadre du deuxième reportage de cette émission. Il y a une menace, mesdames et messieurs, de la fièvre de Lassa. Donc, le ministère donne des instructions pour l'éviter. On savait la fièvre de Lassa préoccupante au Nigeria, où elle a été découverte il y a très longtemps, mais depuis peu, elle s'est propagée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Récemment, on a enregistré de nombreux cas au Bénin et même au Ghana voisin. Pour éviter que cette maladie, mesdames et messieurs, transmise par un rat gagne la Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, par le biais de l'Institut national d'hygiène publique, donne ici des précautions à prendre pour l'éviter. C'est un reportage de Guillaume Zéret. Cet animal, c'est le Mastomys natalensis, le rat péridomestique vecteur de la propagation de la fièvre de Lassa. Cette fièvre hémorragique qui a fait 72 morts au Nigeria depuis janvier 2018, qui sévit dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest et qui est aujourd'hui aux portes de la Côte d'Ivoire. C'est une maladie qui est transmise par un rongeur et ce rat prédomine dans toute la sous-région. C'est une maladie qui donne des épidémies. Voilà pourquoi elle est d'ailleurs source de préoccupation. Et récemment, en janvier 2018, une épidémie de fièvre de Lassa s'est déclarée au Nigeria.
l'épidémie s'est propagée au Bénin. Et puis, dans les jours suivants, des cas ont été enregistrés au Ghana. Donc, vous voyez que la menace est réelle. Donc, il y a un risque que la maladie se propage chez nous. La fièvre de Lassa, une maladie qui crée des épidémies. La préoccupation des autorités sanitaires ivoiriennes est grande. Elles ont choisi de mettre la Côte d'Ivoire à l'abri, au moyen de la prévention. La maladie survient à cause de l'insalubrité, à cause de la mauvaise hygiène, à cause de la prolifération des rats et des souris. Et si nous réussissons à assainir notre environnement, à bien ranger les ordures, à nous débarrasser des poubelles. Vous savez que le rat, c'est lorsqu'il cherche à manger qu'il rentre chez nous. C'est un animal qui est péridomestique. Il est dans les villages, il est dans notre environnement immédiat. Et il vient parce qu'il y a l'insalubrité, parce qu'il y a la mauvaise hygiène. Il faut donc lutter contre l'insalubrité et la mauvaise hygiène. Jusqu'à ce jour, aucun cas de fièvre de Lassa n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Néanmoins, les autorités appellent à être plus vigilants en signalant des symptômes qui pourraient s'apparenter à ceux de cette fièvre hémorragique. Si les personnes présentent les signes évocateurs de cette maladie, fièvre, maux de tête, douleur abdominale, saignement, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche. Le médecin, lorsqu'il va vous interroger, vous examiner, s'il suspecte la fièvre de Lassa, va vous faire un prélèvement et l'acheminer au laboratoire. Il y a une donnée fondamentale dans la fièvre de Lassa, c'est les mesures de précaution, les mesures d'hygiène hospitalière que le personnel de santé doit observer. Parce que c'est aussi un groupe à risque. Vous allez voir qu'au Nigeria, la maladie a également occasionné des décès dans le personnel de santé. Véritable fléau en Afrique de l'Ouest, responsable d'épidémies mortelles, la fièvre de Lassa préoccupe le ministère ivoirien de la Santé. Avec l'implication des populations, il entend relever le défi de 0 cas de fièvre de Lassa, comme il a fait avec la fièvre Ebola il y a quelques années. Voilà. Faire attention, hein. Ça fait peur. Très attention. Oui, Madame Nao, quand elle est là, on n'a même plus envie qu'elle parte parce qu'on veut qu'elle soit là, comme ça, s'il y a une faute, elle peut vraiment nous remettre sur le droit chemin. Et avec elle, on apprend tellement. Et oui. On ne la lâchera pas maintenant. On la lâchera pas. On va revenir sur certaines expressions, le pléonasme en particulier. Donc, vous nous parliez du bas, du haut et de derrière. Des pléonasmes qui sont acceptés seulement si... Ils sont acceptés seulement si ils ont un complément à la suite. Voilà. Donc, vous employez bas, haut et derrière, même avec un synonyme qui fera de lui de l'expression un pléonasme, s'il y a un complément à la suite, automatiquement, on n'est plus dans un pléonasme. Alors, on va parler un peu de participe passé, les examens approchent pour les enfants. Oui. Bien, nous avons déjà essayé d'épiloguer ici sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Ce matin, nous pourrons revenir sur l'accord du participe passé des verbes pronominaux qui, par moment, posent problème. Il faudrait que, chers élèves, vous qui nous suivez, vous écoutez attentivement. Le participe passé des verbes pronominaux a son accord qui se fait de façon délicate. D'abord, pour accorder le participe passé avec des verbes pronominaux, il faut d'abord chercher à quelle catégorie appartiennent ces verbes pronominaux. Parce qu'il faut dire que les verbes pronominaux se classent en deux groupes. Nous avons des verbes dits essentiellement pronominaux et des verbes occasionnellement pronominaux. Pour les verbes essentiellement pronominaux, le participe passé s'accorde en genre et en nombre, attention avec le sujet. Je vais prendre un exemple de verbe pronominal. On a s'enfuir. Il est dit essentiellement pronominal. Pourquoi? Parce qu'il ne peut jamais s'utiliser à la forme non pronominale, c'est-à-dire sans le pronom réfléchi. On ne peut jamais dire enfuir. Voilà. On a aussi le verbe s'absenter. Vous ne pouvez jamais dire absenter. Donc c'est un verbe essentiellement pronominal. Ils se sont absentés. On va faire l'accord de absenter avec le sujet. Elles se sont absentées, on fera l'accord de absenter avec le sujet. Mais attention, lorsqu'on revient à laver, qui est un verbe occasionnellement ou accidentellement pronominal, parce qu'on pourra dire laver simplement ou se laver. Pour faire son accord, il faut rechercher dans la phrase le complément d'objet direct. C'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça devient compliqué pour nos chers élèves. Et donc, il faut rechercher le complément d'objet direct. Une fois qu'il est identifié,
Le participe passé de ce verbe occasionnellement pronominal va s'accorder avec ce complément d'objet direct. Exemple. Ces jeunes se lavent tous les matins. Ces jeunes lavent qui? Eux-mêmes. Le se est placé ici pour les jeunes. Donc, laver va s'accorder avec ce qui renvoie aux jeunes. Complément d'objet direct. On va chercher un autre exemple dans le contexte du participe passé où le complément d'objet direct est placé. Après, cette femme se réveille avec sa fille. Se réveille avec sa fille. Cette femme se réveille avec... s'est réveillée avec sa fille. S'est réveillée avec qui? Sa fille. Complément d'objet direct placé après. Donc, réveillée ne portera aucune marque d'accord. La prochaine fois, mesdames et messieurs, le mercredi prochain, on aura d'autres expressions avec encore plus d'exemples, toujours dans le même but, faire en sorte que nous puissions assimiler toutes ces péripéties, toutes ces subtilités de la langue française. Il est 6h26 partout en Côte d'Ivoire. C'est le moment maintenant d'aller dans la sphère de l'information avec Maïsako. On y va. Du 27 avril au 1er mai 2018, Abidjan devient le hub du tourisme africain avec la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Thème, les nouvelles technologies au service du tourisme. Le CITA, c'est plus de 50 000 visiteurs, une vingtaine de pays attendus et de nombreuses rencontres professionnelles. Agences de voyage, compagnies aériennes, office du tourisme, hôtels, tour opérateurs, investisseurs, venez présenter vos offres au monde entier. Inscription www.cita2018.ci 2025 16 02. Un événement Côte d'Ivoire Tourisme. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, on dira que le temps sera généralement nuageux en début de matinée sur les régions de l'Est, celles du littoral et celles du sud forestier, avec de faibles possibilités de pluie. Très vite, le ciel s'éclaircira. Dans le nord-ouest, on aura encore quelques pluies en début de matinée qui feront par la suite place à un ciel nuageux, puis à de très belles éclaircies. Le reste du pays restera généralement nuageux. Les températures de la matinée, on notera 25 degrés comme maximum sur la ville d'Abidjan, 24 degrés à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, comme sur la ville de Bouaké, 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Damboko, 23 degrés à Gagnoa, 24 degrés à Korogo, 22 degrés de minimal à Mandon-le-Tompi, 23 degrés dans le Kabadougou à Odiéné, 24 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 23 degrés à Tabou, 25 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, on aura un début quelque peu ensoleillé sur l'ensemble du pays. La situation mêlée au flux de mousson sera favorable au déclenchement de pluies orageuses au nord et sur les régions de l'ouest. Le centre et l'est connaîtront par la suite un ciel nuageux pouvant donner localement de la pluie. Les températures pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 34 degrés à Bondoukou et sur la ville de Bouaké dans le Béké, 33 degrés à Daloa, on aura 35 degrés à Damboko, 32 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Korogo, il fera 33 degrés à Man à Odiéné, il fera 34 degrés, à San Pedro 32 degrés, à Sassandra 31 degrés, à Tabou on aura 30 degrés, enfin à Yamoussoukro la température sera de 33 degrés. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Après la disparition tragique du petit Bouba, le pays enregistre un autre crime, cette fois dans la commune de Mbayakro. Glaou Chanceline, âgé de 14 ans et élève de 5e, a été retrouvé égorgé lundi matin aux environs de 8 heures près de la maison d'arrêt et de correction de la ville. Un assassinat qui a suscité la colère des populations de Mbayakro. On fait le point de la situation dans ce reportage que je vous invite à suivre. La découverte du corps sans vie d'une élève de 14 ans, Chanceline Glaou, élève en classe de 5e au lycée moderne de Mbayakro, a provoqué des actes de violence, des barricades érigées et des bâtiments publics incendiés. Le point fait par le maire de Mbayakro. Bon, disons que la gendarmerie et le procureur de la République étaient à pied d'œuvre pour repérer déjà le coupable du crime qui a été commis hier. Et c'est en ce moment-là que nos jeunes frères ont réclamé la tête de celui qui semble-t-il le présumé coupable. Une situation tendue au départ, mais une accalmie relevée par la suite par le maire Fausto Kwaku. Nous sommes actuellement avec le préfet et tout le corps préfectoral en train de mettre en place un PC crise pour prendre certaines décisions. Mais pour l'heure, nous avons enregistré l'arrivée des renforts de gendarmerie de Daoukro, de Boaké et de Dimokro. Et à la police de Boaké également qui est là, donc la situation est sous contrôle. Les choses sont calmes actuellement. Occasion donc d'appeler les populations au calme. Dire à mes frères, à mes compatriotes, à mes parents de Mbayakro, que je suis de cœur avec eux, je comprends leur peine, je comprends leur douleur, je comprends également la douleur des élèves. Mais voyez-vous, nous sommes dans un pays de droit et nous étions tous depuis hier à pied d'œuvre avec le procureur et la gendarmerie pour faire en sorte que la lumière soit faite. Donc nous demandons aux populations de rester calmes, de faire confiance à la justice. Les populations de Mbayakro, comme celles d'ailleurs, invitées à la vigilance afin d'éviter d'éventuels drames et débordements. Justement, un comité de sécurité s'est réuni hier après-midi pour prendre des décisions relativement à la situation sécuritaire face à la psychose liée aux enlèvements d'enfants. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il était sur le plateau du journal télévisé de 20h. La mesure de cette affaire et donc immédiatement, tout le gouvernement s'est mis en branle. Justice, sécurité, protection de l'enfant, etc. Le gouvernement au travail, il ne faut pas céder à la psychose, il ne faut pas céder à la panique. Il faut plutôt écouter les conseils du gouvernement. Nous avons une ligne qui est la ligne 116 où la population peut signaler tout cas d'enlèvement et ou de disparition. Nous saluons la mémoire des disparus. Les recherches sont en cours. Si c'est un réseau, sachez que le réseau sera démantelé. Nous profitons également du micro pour interpeller les familles sur les cas d'incivisme. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Vous venez plutôt d'écouter le ministre Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, au sortir de la réunion du comité de sécurité qui s'est réuni face à la psychose liée aux enlèvements d'enfants. Parlons transport à présent. Le transport en Côte d'Ivoire, un secteur dans lequel les femmes étaient marginalisées il y a quelques années. Nous avons rencontré pour vous des femmes chefs d'entreprise, chauffeurs de taxi, mécaniciennes et même apprentis baka qui exercent aujourd'hui. Elles nous racontent comment, dans ce milieu dit pour hommes, elles arrivent à sortir la tête de l'eau. Le reportage est signé Sephora Zegui et Franck Quadio. Il y a quelques années, le secteur du transport en Côte d'Ivoire était réservé aux hommes. Ces dernières années, la donne a changé. Zeynab, chauffeur de taxi, fait partie de cette nouvelle génération de femmes présentes dans le transport en 8 ans de métier. Elle a su concilier travail et famille. Quand je suis à la maison, je suis une mère au foyer. Bon, quand je suis au travail, c'est le boulot, quoi. C'est un métier que j'ai aimé toute petite et j'ai embrassé ce métier avec amour. Donc ça me fait un plaisir quand je roule le taxi. Si Zeynab est chauffeur de taxi, Aïssatou, elle, dirige l'une des plus grandes sociétés de transport de personnel du pays. Une centaine d'employés,
Une cinquantaine de quarts, rigueur et fermeté, les clés de la réussite de cette femme. L'activité transport, on a tendance à dire que c'est une activité qui est réservée aux hommes. Parce que nous avons encore les pesanteurs traditionnels qui existent. Mais moi, en tant que femme, je me sens à l'aise. Même si sa société a du succès, Aïssatou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle partage son expérience en faisant la promotion du genre dans son entreprise. Au sein de celle-ci, des femmes, chauffeurs de car, électriciennes et mécaniciennes. Quand on me voit sur la direction, même, ça étonne beaucoup d'hommes. Parce que voir une femme, c'est une direction. En tout cas, c'est dans les autres pays, peut-être Togo, Ghana, qu'on voit ces genre de trucs comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un peu rare. À mon enfance, j'ai voulu faire le métier d'homme. Bon, j'ai même joué au foot, tout ça, et puis voilà. J'ai essayé aussi de faire aussi la mécanique. Pour voir que ce n'est pas les hommes seulement qui peuvent le faire. Le métier d'homme aussi, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Seulement que si tu veux t'adapter, il n'y a pas de problème. Elles sont nombreuses à ces femmes qui s'intéressent au secteur des transports. Kouroutoum, déscolarisée, faute de moyens, s'est lancée dans le transport il y a 1 an aujourd'hui. Pour cette jeune dame de 21 ans, apprenti Baka, c'est un métier comme les autres. Nous, les filles, on veut montrer aux hommes qu'on est plus mieux qu'eux, qu'on peut faire ce qu'ils sont en train de faire aussi. Souvent, je peux gagner 6 000, souvent, il peut gagner 7 000 par jour. 200 comme ça, on peut descendre avec 30 000, 10 000 comme ça. C'est bien quand tu vois une fille qui se bat, ça te dit que non, montrer un exemple aux autres filles, c'est une battante, c'est plus montrer aux autres qu'elles n'ont pas oublié de croiser les bras pour attendre un homme, pour pouvoir se faire truc, voilà. Rose est machiniste à la Société des transports abidjanais Sotra. Une société qui compte 313 femmes, dont 16 machinistes. Ce matin, Rose prend son service à 13h, itinéraire, plateau engrais. Pour elle, être femme et machiniste, ça ne lui pose aucun problème. Au contraire, clients et collègues sont très heureux de la voir au volant. C'est un métier d'abord qui m'a vraiment plu parce que j'ai vu une autre devancière qui apprenait à rouler le bus. Voilà comment je suis arrivée à ce métier. Il n'y a pas de métier réservé exclusivement qu'aux hommes. Si Dieu fait aujourd'hui que les femmes s'y intéressent, on ne fera que les encourager. Quand ils quittaient la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas ça. Les femmes, quand elles s'y engagent, elles le font efficacement. Nous, quand on s'engage dans notre métier, on s'engage avec notre cœur. Si tout se passe bien pour Rose et Kouroutoum, Aïssatou, chef d'entreprise, et Zénab, chauffeur de taxi-compteur, rencontrent quant à elle au quotidien des difficultés. Bon, nous sommes confrontés à la fluctuation du prix du carburant. Ensuite, nous avons des difficultés aussi au niveau des véhicules, des cars que nous avons, qui sont généralement conçus chez les concessionnaires et qui nous sont vendus, mais qui ne sont pas forcément adaptés aux infrastructures routières de notre pays. Par moment, tu peux prendre un client, arriver en cours de route, vous n'arrivez même pas à destination, il te dit que non, lui descend ici. Or, par rapport au prix que vous avez jugé, il va dire que non, comme je ne suis pas arrivé, essayez de te donner une telle somme. Or, pourtant, peut-être vous avez jugé 3 000 francs. Le fait qu'il n'est pas arrivé à destination, il te dit que non, il te donne 1 000 francs. Donc là, il y a problème. J'ai été braqué 3 fois, mais ils m'ont seulement dit de donner l'argent, puis je vais partir. Zainab, Aïssatou, Kouroutoum et Rose, des exemples de femmes qui excellent dans le transport en Côte d'Ivoire. Dans ce domaine d'activité, il n'y a plus que de la place pour les hommes, mais il y en a aussi pour les femmes bien présentes aujourd'hui dans les transports routiers et même aériens. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, depuis les 3 dernières années, le secteur a enregistré 14% de présence féminine sur 403 gérants d'auto-école, 8,5% sont des femmes et la catégorie moniteur d'auto-école est à 17% constituée de femmes. Hors de nos frontières, aux États-Unis, le conseiller économique de la Maison-Blanche, Gary Cohn, a présenté sa démission hier. Il s'opposait à la décision du président Donald Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. La date de son départ n'a pas été précisée. Après le rejet d'un de ses recours, l'ancien président du Brésil, Lula da Silva, risque la prison dans quelques semaines. Il y a 1 mois et demi, il avait été condamné en appel à 12 ans de réclusion pour corruption. Le président Lula da Silva est accusé d'avoir accepté un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de BTP en contrepartie d'attribution de marchés publics. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.
Bonne journée, Maï. Merci à toi également. On vous retrouve demain? Marcellin. Oui, demain, sans faute. Super. Allez, on poursuit notre émission en prélude à la journée mondiale du rein qui aura lieu le 9 mars prochain. Nous allons exceptionnellement aujourd'hui parler santé. Les maladies rénales chez l'enfant, tel est le thème qui sera abordé dans la dernière partie. Mais avant, Cédric Lombardo est avec nous. Bonjour. Bonjour Messi. Bonjour Marcelin. Bonjour Cédric. Avec vous? Il y a un jingle. Il y a un jingle. Donc avec vous aujourd'hui, on parle d'innover pour une gestion durable des déchets. Absolument. Alors du coup, c'est moi qui vais vous poser une question. C'est est-ce que vous avez le sentiment que nous avons une bonne gestion de nos déchets dans le monde urbain à Abidjan ou même dans les autres villes quand on se déplace à Abidjan, en Côte d'Ivoire? C'est un peu une des difficultés que l'on rencontre malgré les efforts qui sont faits. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a une stratégie de gestion des déchets en mode urbain qui pourrait changer. Donc, ce qu'on a essayé de faire pour la chronique d'aujourd'hui, on vous a préparé 2 petites animations. La première animation, c'est de présenter un peu quels sont les risques que nous pouvons avoir dans ce qu'on appelle les décharges à ciel ouvert. Et la deuxième animation va essayer de présenter quelques stratégies d'innovation. Donc ici, vous voyez une décharge à ciel ouvert comme on en rencontre malheureusement très souvent en Afrique. On va y retrouver des déchets médicaux, on va y retrouver des déchets ménagers, on va y retrouver des déchets industriels. Et tout ça, c'est enfoui comme ça dans la décharge et on va laisser nos déchets au pourrissement. Donc vous allez avoir des gens qui vont partir collecter ces matériaux avec des risques de santé pour eux. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on a des pourrissements, il y a des phénomènes environnementaux qui vont se passer. Le premier phénomène qu'on va pouvoir aborder ici, c'est ce qu'on appelle la production de lixivia. Très souvent, quand les déchets pourrissent, vous vous en rendez compte parfois dans vos poubelles, on se retrouve avec des liquides qui sont au fond de la poubelle. Eh bien, il se passe la même chose dans nos décharges. Et le risque, le danger que l'on peut avoir, c'est que si nous avons un pourrissement dans nos décharges et que sous la décharge, nous avons une nappe phréatique, automatiquement, le lixivia va commencer à contaminer la nappe phréatique. Et si malheureusement, on approvisionne de l'eau à l'intérieur, qu'on a des défaillances dans le traitement de l'eau, on risque de mettre en danger la population qui va boire une eau qui sera souillée. Ça n'arrive pas grâce au traitement que nous avons. Il y a un deuxième phénomène de pollution, c'est l'émanation de gaz dans nos décharges, du méthane et du dioxyde de carbone. Ces gaz, on ne les voit que le matin parce qu'autour des décharges, on voit qu'il y a un grand brouillard. Mais on se rend compte que même si le soleil se lève, à midi, le brouillard disparaît, mais l'émanation de ces gaz continue à avoir lieu. Et ce dioxyde de carbone, ce méthane, sont très mauvais pour l'environnement. Donc, une des questions qu'il va falloir qu'on se pose, c'est comment arriver à avoir une meilleure gestion de nos déchets. Si on regarde un petit peu la situation qu'on a aujourd'hui, par exemple en Côte d'Ivoire, si nous partons sur la ville d'Abidjan, on sait qu'encore aujourd'hui, l'essentiel de nos déchets vont vers la décharge d'Akwedo. Alors, les risques que nous avons cités, qui sont les risques de pénétration du lixivia dans la nappe phréatique, n'existe pas pour la décharge d'Akwedo parce qu'elle a été choisie depuis l'époque de l'indépendance justement à cause de sa structure de sol qui fait que jamais ça ne rentrera dans la nappe phréatique. Mais on peut se poser des questions par rapport à d'autres décharges que nous avons à ciel ouvert en Côte d'Ivoire et naturellement et malheureusement dans beaucoup de pays africains. Par contre, il n'en reste pas moins que la production de ces fameux gaz, qui sont des gaz polluants, qui sont des gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique, reste nocif pour l'environnement. Et ça se ressent, hein? Et ça se ressent. Donc, alors, maintenant, quand on a posé ce constat, c'est intéressant d'avoir un risque, mais on ne peut pas tout le temps faire de l'écologie en disant « mon Dieu, il y a des problèmes ici, des problèmes, etc. » Le plus intéressant pour nous, c'est au contraire d'arriver à proposer un certain nombre de solutions. Absolument. Et donc là, c'est la deuxième vidéo que nous avons, deuxième animation que nous avons présentée et préparée pour aujourd'hui, qui, elle, a pour vocation de vous proposer des stratégies de centres de valorisation de déchets, donc innover pour la gestion durable des déchets. Alors, si on veut arriver à améliorer la gestion de nos déchets, il faudra construire des centres de valorisation des déchets. La première question à se poser d'abord, c'est comment est-ce qu'on va les collecter en ville pour ensuite les amener vers ce centre. Mais si vous avez un centre de déchets avec un tri qui se met en place, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur plusieurs technologies qui vont nous permettre de valoriser chaque type de déchets que nous avons. Les plastiques, les déchets papier, les déchets en verre. Et pour chaque type de déchets, il y a toujours une technique qui va permettre de les valoriser, de leur donner une seconde vie. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'on est capable de faire avec les déchets organiques, donc avec la matière alimentaire. Et pour comprendre comment valoriser ces déchets, il faut penser au système de l'alimentation humaine.
D'abord, il y aura un broyeur. De la même manière que nous mangeons, on va mâcher les aliments, on va les broyer avant de les digérer dans l'estomac. Donc ici, c'est la même chose. Il faut d'abord broyer les déchets. Une fois qu'on les a broyés, on va les amener vers ce qu'on appelle un biodigesteur qui va simuler pratiquement ce qui se passe dans l'estomac humain. Dans ce biodigesteur, on aura nos déchets à l'intérieur. On va rajouter des micro-organismes dedans pour accélérer la fermentation des déchets et puis pour produire un gaz. Et ce gaz qu'on voyait tout à l'heure partir dans l'atmosphère dans une décharge à ciel ouvert, ce gaz, au contraire, il est maintenant dans un environnement qui est fermé. On va le canaliser, on va le transporter, on va le filtrer et on va l'amener vers un brûleur. Et lorsque ce brûleur va brûler le gaz, eh bien, vous avez un phénomène qui va se mettre en place, c'est la production de vapeur. Et tout ça est toujours dans un système fermé, donc dans un système qui est non polluant. Mais le plus intéressant, c'est que cette vapeur va nous servir à alimenter une turbine. Et cette turbine-là, en tournant à une très très forte vitesse, va nous produire de l'électricité. La dernière chose qu'il reste à faire, puisque nous avons une production d'électricité, c'est de passer par le poste électrique, de le mettre vraiment au bon niveau de tension et d'arriver maintenant à l'injecter dans les habitations, sur le réseau local ou sur le réseau national. Et c'est comme ça qu'au lieu d'avoir une décharge qui va polluer, on se retrouve avec une décharge, au contraire, qui nous permet de produire de l'électricité. Mais pour l'instant, nous n'avons valorisé que le gaz. Et il reste encore de la matière dans notre biodigesteur. Donc, cette matière organique, ce compost, que nos parents planteurs connaissent bien, ce compost, on va le récupérer, on va en faire l'analyse pour comprendre qu'est-ce qu'il y a comme élément à l'intérieur, comme élément nutritif. Et en fonction des résultats qu'on aura obtenus, on va pouvoir maintenant venir l'enrichir. Et ça, c'est un processus que beaucoup de planteurs connaissent, puisque eux-mêmes, parfois, valorisent la matière organique, les déchets verts, pour faire de la production de compost. Donc, ce que vous voyez ici dans l'animation, ce sont des ajouts justement d'éléments fertilisants pour nos plantes. On va donc préparer un biofertilisant, quelque chose qui va aller stimuler la plante. Et après, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est simplement de collecter cet engrais biologique et de l'amener dans nos plantations. Et c'est comme ça qu'au lieu d'avoir, encore une fois, une décharge qui va polluer, nous allons nous retrouver au contraire avec quelque chose qui va venir enrichir nos plantations. Donc, la synthèse reste la même. Il y a des problèmes, il faut les étudier, il faut les aborder. Il ne faut pas être catastrophiste, bien au contraire, il faut voir comment innover pour notre développement durable. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons proposer pour une gestion durable des déchets urbains. C'est très très important parce qu'il faut informer les consommateurs qui ne savent pas forcément l'importance du tri. Parce qu'on confond tout, on mélange tous les déchets, alors que c'est très très important le tri. Absolument. Il va y avoir deux stratégies en fait, pour trier les déchets. Soit nous avons d'abord nos populations qui sont informées de l'importance de trier les déchets, mais si elles-mêmes font le tri des déchets, il faut que nous ayons des bacs où elles vont arriver en disant ici je vais jeter mon sac de plastique et de papier, ici je vais jeter plutôt ma matière organique, ici je vais jeter autre chose, etc. Donc première démarche, pour rentrer dans ce type de stratégie, il faut que le tri sélectif soit mis en place dès les consommateurs, avec bien entendu des stratégies de collecte des déchets papier, des déchets organiques, des déchets en verre, etc., etc. Mais on peut aussi envisager, ce qui était le cas d'un projet qu'on avait essayé de développer en Côte d'Ivoire dans les années, je crois, en 2009-2010. Et d'ailleurs, cette personne était venue sur le plateau de Matin Bonheur en 2011 avec Marcelin. On peut aussi avoir ce déchet qui se met en place directement au centre de valorisation des déchets. Donc, le plus important, c'est de regarder, comme vous l'avez dit, comment travailler d'un côté sur la collecte, la pré-collecte et la collecte des déchets, pour que tout soit trié à l'origine. Mais même si on n'avait pas le temps tout de suite de mettre en place cette stratégie de tri sélectif directement à la population, il y a encore des moyens de le faire sur le centre. Donc la deuxième chose, c'est justement d'encourager nos communes et de se dire, puisque quelque part on a les communes qui ont la responsabilité des déchets, on a un ministère de la salubrité avec une agence nationale de la salubrité urbaine, la Nature, et donc c'est au contraire d'arriver à multiplier les échanges entre la Nature d'un côté et nos maires de l'autre côté, pour que ces réflexions s'accélèrent et qu'on ait de plus en plus de stratégies de cette nature qui se mettent en place. Et d'ailleurs, on a un exemple sur Boisquet qui va bientôt être inauguré et qui sera intéressant, dont il sera intéressant de faire la promotion. Et à côté des déchets organiques, on a d'autres déchets qu'on n'a pas énumérés. Oui. Il y a également le fer, oui, le caoutchouc, absolument, le plastique qu'on peut utiliser pour faire autre chose. Absolument. Et d'ailleurs,
vous avez me donné une idée pour une prochaine chronique sur la valorisation des déchets plastiques. Mais ce qu'on doit regarder aussi, c'est que quelque part, on a aussi une chance, entre guillemets, en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est que la pauvreté, malheureusement, nous oblige à recycler un maximum de choses. Et vous vous rendez compte que vous avez, par exemple, des unités de production artisanale, bien entendu, où des personnes vont récupérer les canettes d'aluminium. Ils récupèrent les canettes d'aluminium, tous les matériaux aluminium, ils les font fondre pour faire justement des nouveaux ustensiles de cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, quand vous parlez de ces ustensiles aux femmes, elles vous disent « ça, c'est durable », parce que ça a été fait sur place. Et donc, justement, il y a un dicton dans le monde des déchets en Côte d'Ivoire où on dit « les ordures, c'est de l'or qui dure ». Mais plutôt que de laisser encore cette stratégie se faire de manière artisanale et malheureusement de manière trop souvent informelle, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de parvenir à encadrer chaque matière, à encadrer chaque profession pour que justement on ait des filières de recyclage dans les métaux, dans les plastiques, etc. etc. L'un des soucis qu'on a aussi, c'est le fait de respecter les textes. Il y a l'interdiction des sachets. Mais ce n'est pas effectif. Oui. Ce n'est pas effectif. Vous allez dans un pays comme le Rwanda, c'est respecté. Vous allez à l'aéroport avec un sachet, on vous regarde bizarrement. Vous savez même que vous êtes dans un environnement hostile au non-respect de l'environnement. Il faut commencer par ça, c'est les fondamentaux aussi quand même. C'était ce qu'on disait la semaine dernière. Pour moi, une des conditions préalables du développement durable, c'est le respect de la bonne gouvernance. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, mon père qui était médecin m'annonçait, tiens, le ministre Jean-Baptiste Moquet vient de décider l'interdiction de fumer. Ça avait été fait à l'époque. On avait des décrets dans les années 70 déjà qui interdisaient la fumée blanche au niveau des véhicules. Mais finalement, c'est comme si on redécouvrait ces choses-là aujourd'hui. Il est important que nous connaissions l'architecture légale de Côte d'Ivoire, que les entreprises, que les communautés, que tous les acteurs comprennent ce que l'on doit faire et qu'on participe à ce bon environnement. Parce qu'il y a déjà des conséquences aujourd'hui pour les populations. Quand on prend l'exemple des déchets plastiques, on se rend bien compte que ces déchets plastiques déjà vont nuire au système d'évacuation des eaux usées et d'assainissement de la ville d'Abidjan. Ces déchets-là mettent du temps à se détruire. Des centaines d'années. Des centaines d'années. Et même quand vous regardez les plages de Côte d'Ivoire, soi-disant des plages paradisiaques, vous dépassez Grand Bassam, vous allez marcher vers Mondoukou, Mohamed, et ce ne sont pas des plages que vous avez, ce sont des décharges de plastique à ciel ouvert. Mais de nouveau, ces plastiques ont une valeur économique. Donc, comment les collecter et par comment les recycler? C'est le joli paradoxe. C'est le joli paradoxe. Un déchet plastique transparent est une matière extrêmement noble. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau à produire, j'ai envie de dire, dans le plastique. Mais après, vous avez les bassines très épaisses, très dures, en plastique sombre que nos femmes utilisent. Et ça, c'est tout le cycle de vie de notre déchet plastique, depuis ces plastiques transparents vers des produits qui auront une deuxième, une troisième ou une quatrième vie. Mais malheureusement, comme nous n'avons pas toujours des comportements qui sont des comportements citoyens, on jette nos plastiques dans tous les sens, etc., on doit passer par l'interdiction. Et le rôle de nouveau de la gouvernance, c'est de dire d'un côté ce que l'on doit interdire, parce que c'est nocif pour l'environnement, mais aussi de l'autre côté ce que l'on doit encourager. Une loi n'est pas simplement une loi de sanction, c'est aussi une loi d'encouragement. Une loi n'est pas forcément coercitive, elle est aussi préventive ou pédagogique, hein, tout simplement. Alors, il y a ce qu'on dit, mais aussi c'est... on ne va pas toujours accuser les gouvernants, il y a une attitude aussi, il y a une éducation à refaire. C'est clair, ça fait mal parfois quand on le dit, mais c'est la réalité. Vous avez parlé donc de l'époque de Jean-Baptiste Moquet, un des ministres, grand ministre au Houphouët-Boigny en matière de santé, qui vient de Bassam, d'où vous êtes, où vous vivez. Alors, il faut, le côté civique, mettre l'accent sur le civisme environnemental. Je ne sais pas si ça existe, ça. Si, c'est d'ailleurs ce que nous faisons ensemble chaque mercredi matin, c'est une action justement d'éducation civique. J'ai presque envie de dire. Après, on ne prêche pas dans le désert finalement. Non, parce qu'il y a des personnes qui nous regardent. Moi, j'entends des commentaires aussi parfois quand je me balade dans Bassam ou dans Abidjan. Donc, il y a vraiment un intérêt, une réaction de la part des populations. Je me dis même que si on voulait être peut-être plus efficace encore dans le travail que nous faisons ensemble, peut-être qu'on pourrait aussi demander aux téléspectateurs de vous envoyer sur la page
page Facebook de Matin Bonheur officiel, des propositions de thèmes, et puis qui nous disent, voilà, l'écologie c'est bien beau, mais j'aimerais qu'on parle de ceci, j'aimerais qu'on parle de cela. Et là, on améliorera notre succès d'atteindre les intérêts de nos téléspectateurs. À la vérité, les messages qu'on reçoit, c'est que les Ivoiriens sont bien décidés, mais ils sont découragés par des choses qui sont annoncées, mais qui ne sont pas mises en œuvre. Notamment, on en parlait tout à l'heure, les sachets plastiques. C'est-à-dire il faut une volonté forte. Affichée et vraiment avec un respect à la lettre. Quand ce sera fait, je pense que ça va suivre, j'imagine. Dans une loi, il y a deux choses. Déjà, s'assurer que ce soit une loi, un décret ou un arrêté, s'assurer que cette loi soit publiée. Mais une fois qu'elle est publiée, il ne faut pas simplement s'arrêter à la publication au journal officiel. Il faut trouver certains documents. Il y a un décret sur qu'on appelle le décret de la Commission nationale de développement durable. J'ai fouillé Internet, j'ai tout fouillé, impossible de mettre la main dessus. Et comme j'ai de bonnes relations avec ce ministère, au bout d'un jour, ils m'ont dit « Cédric, tiens, on a une copie, voilà ce que dit ce décret ». Mais parfait, il y avait des choses dedans qu'on attendait, dont on avait besoin. Mais impossible de mettre la main dessus. Vous allez sur le site internet du ministère de l'Environnement, il y a un effort de publication des textes législatifs et décrets qui sont à l'intérieur, mais il y a des décrets qu'on ne retrouve pas. Donc, premièrement, informer les populations, mettre la loi à la disposition des populations et des entreprises. Maintenant, deuxième chose, c'est le respect de la loi. Quand on a annoncé l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, on a même interdit ce qu'on appelle les sachets plastiques oxo-biodégradables. Parce que même s'ils se dégradent, il reste des particules plastiques dans l'environnement, ça n'est pas bon. Vous avez des entreprises tout de suite qui se sont engagées, qui ont fait des sachets en papier. Très bien. Vous avez d'autres entreprises, notamment les grandes surfaces, etc., qui se sont lancées uniquement dans l'achat de plastique dégradable, non oxo-biodégradable. D'accord ? Elles ont fait cet investissement. Mais partout ailleurs, on retrouve encore les anciens sachets plastiques. Effectivement, dans les petites boutiques de quartier. Dans les petites boutiques de quartier. Donc certains font l'effort économique de s'engager, dépensent de l'argent pour respecter la loi, mais d'autres continuent à enfreindre la loi sans aucune sanction. Donc ceux qui vont dans le bon sens, à un moment, ils disent « mais est-ce que je fais bien de dépenser mon argent, de m'engager dans ça, alors que je me rends compte que mes compétiteurs ne le font pas ?» Et là, on va décourager les personnes qui ont de bonnes pratiques. Donc, édicter la loi, premier point important. Deuxième point important, partager la loi, informer les gens, car nous avons un très beau cadre légal en Côte d'Ivoire. Et puis, troisièmement, appliquer la loi. L'appliquer avec parfois des sanctions sur les acteurs qui ne la respectent pas. Cédric, vous qui voyagez beaucoup, et moi je suis très heureux de prendre l'exemple aujourd'hui sur un pays africain, parce que vraiment ça met à l'aise. Le Rwanda, quelle est la clé? Comment ils ont réussi? Comment le Rwanda a réussi? Quand on sait tous les problèmes que ce pays-là a connus, mais aujourd'hui, Kigali est l'une des villes les plus propres du monde. On a beaucoup de choses à apprendre du Rwanda. Franchement, on a beaucoup de choses à apprendre du Rwanda. Quand on voit toute l'histoire qu'ils ont vécue, qu'on la compare avec d'autres pays africains et malheureusement aussi avec la nôtre, on a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Tout ceci ne repose que sur deux choses, la volonté des dirigeants et l'application des dispositions qui sont mises en place. Maintenant, on peut aussi dire que le Rwanda est un petit pays, donc il est facile, entre guillemets, d'agir sur une petite surface. Mais quand on s'en va quand même au Ghana, nos voisins ghanéens, on se rend compte quand même lorsqu'on va à Accra qu'ils ont un comportement qui est un comportement un peu plus civique que le nôtre, quand on regarde la propreté de cette ville. Donc on en revient toujours à la même histoire. Que faisons-nous pour aider nos populations à se débarrasser de leurs déchets ? Je vous invite un jour à aller sur les flancs, j'ai envie de dire, de collines d'Adjamé. Quand vous prenez la route qui passe par le Carena, par le port, vous arrivez, vous voyez un petit peu les flancs d'Adjamé, vous avez vraiment des montagnes de déchets qui sont devant nous. Donc le plus important, c'est éduquons les populations, certes, mettons en place ensuite des stratégies de collecte des déchets et mettons après en place des stratégies de valorisation des déchets. Moi, j'ai une conviction... Excusez-moi, mon micro... Cédric qui va remettre donc mon micro est parti. Son micro. Je rappelle qu'avec lui, on parle d'un thème tellement passionnant qu'il a fait tomber son micro. Voilà. C'est ça, Cédric, la passion, il est passionné, il aime ce qu'il fait. Et oui, ça bouge. Et si ça tombe, c'est qu'il faut que ça bouge. Alors, pour terminer, Cédric. Donc, pour terminer, c'est... moi, j'ai une conviction en matière de développement durable. En Afrique, on voit les modèles économiques des ONG à l'international, très souvent, c'est la peur du changement climatique, la peur de ceci, la peur de cela. Comment voulez-vous que nous, on ait peur en Afrique? On a nos problèmes sociopolitiques, on a nos problèmes de sida, d'Ebola, de ceci, cela. Une des convictions que j'ai, c'est l'économie verte. Développement durable, je gagne quoi dedans? Travaillons sur des stratégies qui permettent de créer des activités génératrices de revenus grâce à l'environnement. Ça, c'est vrai. Et surtout qu'il y en a à foison. Il y en a à foison. Merci beaucoup. L'argent peut-être peut faire en sorte que peut-être les choses vont changer. si on sait, parce que les ordures, c'est de l'or qui dure. Merci beaucoup, Cédric Lombardo. Nessi, la suite, vous l'avez annoncé tout à l'heure, bientôt la journée donc,
international du Rhin. C'est ça. Et donc, normalement, mercredi, c'est famille. Mais nous avons exceptionnellement déplacé le thème santé donc aujourd'hui pour être en phase avec cette journée. Et donc, nous avons le grand plaisir de rencontrer, de discuter dans quelques instants avec Dr Adonis Kofi Laurence, pédiatre, néphrologue, sur le thème les maladies rénales chez l'enfant. On se retrouve juste après. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. C'est chaque... oui. Eh oui, la discussion a commencé déjà avec le docteur, c'est tellement passionnant. La journée mondiale du rein, c'est chaque 9 mars et aujourd'hui, on parle de cette maladie, surtout au niveau des enfants. Donc, vous le savez ici, on a l'élément explicatif avant de, bien sûr, commencer l'échange avec notre invité qui est déjà installé. Les reins ne fonctionnent plus normalement. On parle alors de maladies rénales. Longtemps silencieuses, les maladies rénales chez l'enfant pourraient pourtant être vite dépistées et être ainsi vite prises en charge avant que leurs séquelles ne soient irréversibles. Les symptômes qui ont apparu, dans un premier temps, l'enfant souffrait d'un mal à la poitrine. Donc on pensait que c'était l'ulcère puisqu'il venait de manger du piment. Il souffrait à la poitrine, donc on allait dans une infirmerie à côté pour dire ce qu'il avait mangé. On pensait que c'était l'ulcère. Ils ont soigné ça, le mal persistait. Donc, ils ont prescrit des médicaments, on faisait des médicaments, on faisait. Le mal était toujours là. Donc après, comme il toussait, nous sommes allés au centre antituberculeux. C'est là-bas qu'on a découvert que l'enfant souffrait d'une insuffisance rénale. La maladie a commencé en s'enflant. L'enfant se gonfle, elle se lève le matin, ses joues sont enflées, tous ses pieds sont enflés. La maladie rénale survient lorsque les filtres qui permettent d'éliminer les déchets produits par notre corps et provenant de l'alimentation comme l'eau, le sel et l'urée laissent passer l'albumine, une protéine présente dans la circulation du sang et normalement trop grosse pour passer dans l'urine. C'est en partie ce qui va entraîner le principal symptôme, les œdèmes, une importante prise de poids subite de l'enfant, des urines très mousseuses. Ce sont d'autres signes qui doivent pousser le parent à vite alerter le médecin dont le diagnostic permettra de prendre rapidement en charge l'enfant dans le cas d'une maladie rénale. Plus vite l'affection est découverte et traitée, plus l'enfant a de chances d'en guérir. J'ai dépensé beaucoup, j'ai tout fait de ma manière, mais l'enfant est toujours dans de mauvaises conditions. Moi, je suis épuisé complètement, je suis épuisé. Nous ne sommes pas accompagnés, c'est nous parents même qui nous occupons de nos malades. L'État ne prend pas nos enfants en charge. J'ai constaté que pour les grandes personnes, vraiment, l'État a pris en charge. Mais pour les enfants, là, il n'y a pas de subvention, là, ça fatigue les parents. Donc je demande beaucoup pardon à l'État, vraiment, n'a qu'à s'occuper des malades des enfants qui ont insuffisance rénale. Les coûts élevés du traitement des maladies rénales pourraient finir par dissiper l'espoir que les parents des jeunes patients ont d'espérer en la vie de leurs enfants, vu les nombreuses difficultés financières auxquelles la maladie les expose. De nombreux efforts ont été consentis par l'État dans le but de soulager les patients souffrant des maladies rénales à travers la subvention en grande partie du coût de la séance de dialyse chez les adultes. Toutefois, c'est le lieu où l'État, les organisations ou les personnes de bonne volonté, comme le fait déjà certains, doivent se pencher sur la question de l'accompagnement des jeunes patients et leurs parents. Il fallait aller obligatoirement au CHU. Et après 5 jours, on a constaté que l'enfant ne pissait pas. Et un matin, il y a une dame qui est revenue et dit, mais si l'enfant ne pisse pas, c'est que l'état est grave, ça doit être une insuffisance rénale. Et on nous a dit réellement, voilà ce que c'est que l'insuffisance rénale. Et si c'est bien traité, l'enfant peut s'en sortir. On a dit, bon, allez, on vous laisse le champ libre de travailler. C'est votre science. Et voilà comment c'est parti.
Et Dieu merci, après quelques séances de dialyse, Dieu merci, ma fille a retrouvé la santé. Tel explique le témoignage du père de la jeune Salimata, qui a pu être délivré de cette maladie. Il y a bon espoir. La science médicale de notre pays a évolué et les tout-petits et leurs parents peuvent croire en la guérison. Nous sommes en compagnie, mesdames et messieurs, du docteur Adoni Kofi Laurence, pédiatre néphrologue de l'unité néphrologie pédiatrique donc, du CHU de Yopougon, qui cette année aura 10 ans. 10 ans d'avance, félicitations pour le travail que vous abattez. Ce n'est pas évident de voir des personnes souffrir en général, mais surtout des enfants. Et ça fait beaucoup mal. On a eu des phrases qui nous ont beaucoup touchés dans ce reportage. Alors, quelle est la situation actuelle en tout cas aujourd'hui, des maladies rénales chez l'enfant dans notre pays? Alors, je d'abord remercie la RTI de me donner l'opportunité, à cette veille des Journées mondiales du rein, de venir parler et partager de notre expérience. Alors, les maladies rénales de l'enfant sont méconnues en fait dans le monde entier. Et dans les pays développés, ça doit faire 50 à 70 ans que c'est pris en charge, qu'il existe des services. Concernant la Côte d'Ivoire, ça fait à peu près 10 ans. Nous avons le 27 septembre 2018. Ça fera 10 ans que l'unité de néphrologie du CHU de Yopougon existe. Et c'est une maladie qui est négligée, en fait, qui est sous-diagnostiquée, pourrait-on dire. Au départ, on avait quelques cas. Mais quand les collègues ont su l'activité, nous avons aujourd'hui une moyenne de 600 consultations par an, un peu plus de 50 hospitalisations, et là, nous avons dépassé bien les 70 enfants dialysés depuis l'ouverture. Donc, c'est dire que plus on connaîtra l'existence de cette activité, plus il y aura des références précoces au sein de notre unité, et plus on pourra prendre en charge rapidement l'enfant. Alors, pour parler de maladies, il existe plusieurs maladies rénales. Notre lutte, c'est que l'enfant n'en arrive pas à l'insuffisance rénale terminale chronique qui est irréversible. Il faut bien une épuration, c'est-à-dire de la dialyse, pour le traiter. Alors, la maladie la plus fréquente dans notre unité, dans notre cohorte, c'est le syndrome néphrotique. Et vraiment, j'en appelle à tous les collaborateurs, aux autorités sanitaires. S'il y a une bonne sensibilisation, nous avons 84% de rémission si cette maladie est prise tôt. Ces enfants-là n'aboutiront jamais à une insuffisance rénale chronique. C'est dire l'importance donc de la sensibilisation et de l'accompagnement du gouvernement justement, pour qu'on puisse faire ce travail de prévention quand on sait que l'insuffisance rénale est une affection très onéreuse quant à la prise en charge. Mais qu'est-ce qui provoque ce mal-là? Est-ce que c'est héréditaire ou bien est-ce qu'il y a une cause particulière? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Exceptionnellement, je pourrais dire de façon exceptionnelle, il peut s'agir de maladies héréditaires. Mais dans notre environnement, ce n'est pas la principale cause. Alors, les maladies courantes, comme le paludisme, comme une angine mal traitée, comme une diarrhée avec une déshydratation, peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë chez l'enfant. Aiguë, dit-on, parce que c'est réversible si c'est pris en charge correctement. C'est dépisté tôt. Voilà, dépisté tôt et traité tôt. Voilà. Et nous sommes la seule unité en Côte d'Ivoire prenant en charge ce type de pathologie chez l'enfant. Mais comment être alerté? Quels sont les symptômes qui peuvent dire aux parents, attention, l'enfant... Les signes annonciateurs, les causes immédiates ou lointaines? Alors, je ne voudrais pas alarmer les parents. Je reviendrai à des choses simples qui sont déjà prônées, que prônent les programmes des enfants. Lorsqu'un enfant a de la fièvre ou est malade, il faut fréquenter un centre de santé où là, un agent peut dépister des signes comme le père a expliqué tout à l'heure. Il dit l'enfant enfle, on appelle ça des œdèmes. Et les agents de santé sont de plus en plus, je suis enseignante à l'université, et sont de plus en plus formés, que ce soit à la faculté de médecine ou au niveau des écoles des infirmiers, à la détection de ces signes. C'est surtout en concernant le syndrome néphrotique, l'enfant qui enfle. Mais ça peut être un enfant qui urine moins ou qui n'urine plus du tout. Voilà. Donc voilà quelques signes, sans compter l'hypertension, mais les structures périphériques n'ont pas de tensiomètre adapté pour l'enfant. Donc ça, c'est un signe qui est beaucoup plus difficile pour détecter l'affection. Donc vous êtes en train de nous dire comme ça qu'il y a encore du boulot et encore du chemin. Alors, quelles sont les attitudes à avoir pour essayer de bien déceler? C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de la maladie, mais aussi de ce que vous faites comme effort avec vos amis de l'unité. On a vu, hein, l'élément est implacable. Au niveau de la prise en charge des adultes, il y a beaucoup plus de moyens. Pourquoi il n'y a pas pour les enfants?
quoi? Alors, effectivement, je peux préciser que les adultes ont une subvention de l'État, de sorte que l'hémodialyse chez l'adulte, qui a un coût d'environ 80 000, revient au patient à 1 750 francs. Et cette subvention n'a pas encore atteint l'enfant. Et les dialyses seraient de 80 000 francs par séance de dialyse, quand on sait qu'un enfant doit avoir 3 séances par semaine, avec 4 semaines dans le mois. Vous imaginez les coûts pour les familles avec des revenus faibles. Alors, donc, je pense que l'absence de prise en charge et de subvention de l'enfant est d'abord venue du fait que les mesures prises au début ont concerné l'adulte parce que c'était une maladie qu'on n'imaginait pas pouvoir toucher l'enfant. Et la majorité des programmes des organismes internationaux, je pense au PCIMNE, c'est un programme de prise en charge des maladies intégrées de l'enfant, pensent paludisme, pensent tuberculose, pensent diarrhée, mais n'ont pas pensé maladies chroniques qui deviennent de plus en plus fréquentes chez l'enfant. Donc ce sont des choses à déplacer. Parce qu'aujourd'hui, c'est une certitude, ces maladies existent et il faut prendre en charge ces enfants. Alors, y a-t-il la possibilité de découvrir des problèmes chez l'enfant déjà quand la mère est enceinte, c'est-à-dire à l'échographie? Alors, j'ai envie de vous dire très bonne intervention parce que j'allais quand même évoquer ça. Dans les programmes justement de prise en charge de la femme en grossesse, on demande aux mères de faire des consultations prénatales, de faire des échographies. Alors j'ai envie de dire aux mères, ce n'est pas seulement pour voir si c'est une fille ou un garçon. Là, on peut dépister une maladie rénale de l'enfant. Et nous avons une équipe multidisciplinaire avec les obstétriciens, les gynécologues obstétriciens, les radiologues, où dès la naissance, si l'enfant est pris en charge par l'équipe de néphropédiatres que nous sommes, on peut repousser le plus loin possible la survenue d'insuffisance rénale, bien que l'enfant ait une anomalie congénitale. Donc, c'est dire qu'il y a des mesures préventives à poser, surtout dans les pays où la prise en charge de l'insuffisance rénale va être franchement lourde. On a parlé de sous-diagnostic, de maladies négligées. Est-ce que on doit travailler aussi sur le volet pédagogie au niveau des parents? Alors, j'ai envie de dire oui, et surtout sensibilisation. C'est la journée mondiale du rein dès demain. Nous allons, l'équipe, avec les programmes étatiques, programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et le programme national de santé scolaire universitaire avec la CINEF, la Société ivoirienne de néphrologie, nous nous déplaçons. Dès demain, nous sommes à Korogo, dans la ville de Korogo, pour célébrer les journées mondiales du rein, mais non pas seulement en termes de célébration, mais un dépistage massif et des enfants et des adultes, parce que la découverte de la maladie très tôt peut empêcher la survenue de l'insuffisance rénale chronique. C'est très important d'avoir cette notion de prévention et de sensibilisation des populations. Et effectivement, on peut demander à la maman également d'éviter de donner des traitements traditionnels, parce qu'une grande partie de nos enfants qui présentent des insuffisances rénales aiguës sont là parce que la mère a utilisé de façon non conforme, j'ai failli dire, des médicaments déjà pris en pharmacie, l'automédication, associés à des traitements traditionnels dont on ne connaît pas le principe actif ni les dosages. Et ça, c'est une des causes principales d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant. Alors, le problème avec les associations ou toutes les structures qui œuvrent pour une maladie, c'est que quand il y a des journées, la preuve, vous êtes là aujourd'hui, on est très, très heureux de vous avoir, mais et après ? Et après, est-ce que vous allez dans les écoles? Est-ce que vous allez avec les associations des parents d'élèves, les associations religieuses, les autorités villageoises, tout ça? Est-ce que vous avez un contact terrain Alors, permanent? Je voudrais juste vous répondre que nous ne sommes que 3 néphropédiatres en Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, j'ai été seule et j'ai 2 collaborateurs qui m'ont rejoint, qui sont diplômés. Donc, il faut faire les soins. Il faut enseigner à l'université. Malgré ça, nous prenons du temps pour faire des campagnes de dépistage. En 2016, au décours des Journées mondiales du rein, nous sommes partis dans 6 régions de la Côte d'Ivoire, dépister 8500 enfants dans les écoles. Oui, il faut déployer de l'énergie, du temps. Et parmi les 8500, 11% avaient une atteinte rénale au début que nous avons pu prendre en charge. Et ces enfants-là ne seront plus des futurs insuffisants rénaux adultes. Donc, c'est dire que bien que nous ne soyons pas nombreux, malgré le peu de moyens, il y a avec quand même l'aide des programmes que je viens d'évoquer tout à l'heure et de la Société ivoirienne de néphrologie que je remercie de nous accompagner, nous allons quand même en campagne de dépistage parce que pour les revenus de nos pays, je pense que c'est l'action la plus louable.
et la moins onéreuse. Aussi, on a beaucoup d'idées reçues. On sait que le rein retient l'albumine, c'est ça, l'albumine. L'albumine. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que si on a des problèmes au niveau du rein, il faut boire beaucoup d'eau pour permettre à l'organisme d'évacuer. Est-ce que c'est la chose à faire? Alors, ça dépend de la pathologie. S'il y a une insuffisance rénale déjà avérée, c'est un individu qui ne filtre plus l'eau, donc qui en accumule, et le fait de boire peut être dangereux. Donc, je pense qu'il faut se fier à l'avis médical. À l'avis médical. Donc, dès qu'on a un symptôme, il faut tout de suite aller voir le médecin. Surtout pour les enfants. Éviter l'automédication, éviter les traitements traditionnels, tout azimut, et surtout se rendre dans un centre de santé, comme le préconisent tous les programmes, de sorte à ce que le diagnostic soit fait précocement et la référence à temps. Okay. En milieu rural, par exemple, comment ils appréhendent ça? Parce que, on dit, hein, les gens, quand on parle de rein, il y a une grande hantise. Les gens ont peur. Les gens même ont peur d'aller tout de suite se faire consulter, tout ça, alors que le dépistage tôt est salvateur. Comment ils appréhendent ça en milieu rural? Quand vous discutez avec eux par rapport aux décoctions, aux médicaments qu'on donne, qui sont parfois surdosés ou sous-dosés, comment ça se passe? Alors c'est difficile de faire changer une habitude ou des habitudes culturelles. Mais je pense que pour les parents qui ont été concernés par la maladie, ils sont de bons vecteurs pour nous pour transmettre le message. Et nous avons initié depuis 2006 l'érection d'une association des parents d'enfants malades du rein, APEMAR, je les salue également parce qu'ils nous aident beaucoup. Et à partir de l'APEMAR, il y a des messages qui sont diffusés partant des parents qui ont été déjà touchés et affectés. Et je vous assure, la population est plus sensible quand il s'agit d'un parent qui est passé par cette épreuve que d'écouter le médecin qui est toujours un peu optimiste et trop objectif. Voilà. Alors, quel est le cas le plus difficile qui vous a été donné de rencontrer parmi les enfants que vous traitez? Vous savez, chaque cas est un cas où il faut y mettre toute la volonté et tout le vouloir de guérir un enfant. Il y a eu des cas malheureusement qui sont arrivés au décès. On a justement par le manque de sensibilisation des enfants qui arrivent, les 2/3 de nos enfants nous arrivent en état déjà très avancé. Ceux qu'on suit depuis une dizaine d'années, j'ai pas mal d'enfants qui sont à la faculté aujourd'hui, qu'on a commencé à suivre à 2 ans, à 3 ans. Le suivi continu, sérieux et prolongé, je dis pour certaines maladies rénales, la plupart, on a 84% de rémission, c'est dire que ça se passe bien. Mais la plupart du temps, les enfants nous sont évacués des différentes régions de la Côte d'Ivoire. On a même des enfants qui sont venus du Burkina, du Ghana. C'est une activité, j'ai failli dire, unique dans la sous-région en termes de prise en charge des maladies rénales. Et là, ce sont des cas très avancés. Alors, il y en a eu vraiment des cas difficiles à prendre en charge, douloureux. Chaque fois qu'il y a un décès d'un enfant, c'est toujours une douleur. Et c'est vraiment les cas d'insuffisance rénale chronique terminale, quand il nous arrive à ce stade-là. Docteur, cette journée mondiale du rein, il faut mettre aussi l'accent sur l'alimentation de l'enfant. Il faut des restrictions alimentaires très éprouvantes, c'est vrai, mais vraiment très salvatrices aussi. Alors, je vais vous surprendre. Les régimes chez l'enfant se passent mieux que chez l'adulte. Parce que derrière, quand ils sont tout jeunes, on a deux groupes d'enfants. Les très jeunes, derrière, on a des parents soucieux du rétablissement de leur enfant. Donc les régimes sans sel, les régimes diminués en protéines, les régimes avec restriction hydrique, c'est-à-dire moins d'eau, sont suivis à la lettre. Jusqu'à l'âge de l'adolescence, autour de 8 ans, 9 ans, où l'enfant a une certaine autonomie, ça devient plus compliqué puisqu'il part en classe, il fréquente des amis et là, la prise en charge de l'adolescent, on est obligé de se faire accompagner par des psychologues qui les boostent régulièrement, sinon on a une déviation. Mais je reviens, Marco, justement à ce que vous dites, très important l'alimentation. Déjà en préventif, une alimentation pas trop riche en sel, avec des protéines pas excessives, déjà protège le rein. Aujourd'hui, on parle de santé et alimentation. Mais encore plus quand il s'agit du rein, qui est vraiment l'usine de notre corps, qui filtre, qui est pur et tout, et bien, effectivement, les régimes des enfants sont assez contraignants. Mais les plus jeunes, ils ne discutent pas beaucoup, ils respectent. Les plus âgés, c'est très difficile. On discute avec eux, on y arrive parce que c'est leur vie qui est au bout du régime.
Est-ce qu'on peut parler un peu de corticothérapie? Ça revient de façon récurrente. C'est quoi? Je vois que vous y êtes. Alors, je disais que la première pathologie en affection rénale ici en Côte d'Ivoire chez l'enfant, c'est le syndrome néphrotique. Et le syndrome néphrotique se soigne essentiellement avec de la corticothérapie. Alors, c'est un anti-inflammatoire, je pourrais dire, c'est un médicament qui freine un petit peu les défenses de l'enfant parce que sans rentrer dans la physiopathologie même de la maladie, le syndrome néphrotique est reconnu aujourd'hui comme une maladie immunologique surtout. L'enfant, c'est comme si ses défenses se retournaient contre lui-même. Voilà. Donc, il faut lui apporter un médicament qui freine justement ses défenses et c'est la corticothérapie, qui a aussi tout son lot de surveillance, de contre-indications, mais les parents sont assez disciplinés. Et on a une chance pour le moment, on arrive à partir de l'association des parents d'enfants malades du rein à leur passer des messages, à les canaliser dans la prise en charge et dans les régimes. Alors, ce syndrome-là, quels sont les signes? Vous ne nous en avez pas parlé. Essentiellement, quels sont les signes afin d'alerter les différents parents? Alors, le syndrome néphrotique se caractérise par de l'embonpoint. Ça aussi, c'est très trompeur. Parce que les voisins, ils disent aux parents, ton enfant est beau, il prend du poids. En fait, ce n'est pas du poids, ce sont des œdèmes. Au niveau des joues, l'enfant commence à avoir un visage un petit peu arrondi. Ça commence simplement par une prise excessive de poids. Et quand les parents ne sont pas alertes, ça se manifeste très rapidement par l'enflure, on appelle ça l'œdème du visage, mais de façon dramatique. Le matin, il se réveille, les yeux sont complètement fermés. Médicalement, on dit ça, c'est pas très beau, mais on dit le visage de crapaud. Les yeux sont complètement fermés, l'enfant ne peut pas ouvrir les yeux, le visage est tuméfié. Et ça se fait progressivement? Progressivement. Ensuite, ça touche les membres inférieurs et ça peut toucher l'abdomen et même le scrotum. Il arrive avec des bourses parfois jusqu'aux genoux. Et ça, souvent, quand ça touche les organes génitaux, les parents sont très vite alertés. Comme des ballons de baudruche, vraiment, l'œdème prend les bourses. Vraiment, on a des œdèmes où l'enfant apparaît avec les bourses enflées jusqu'aux genoux. En combien de temps on peut arriver à ce résultat-là? Alors, 1 mois, 2 mois? Non, en 2-3 semaines, ça peut être le cas, oui. C'est rapide. C'est fulgurant. Alors, pour certains enfants, c'est plus lent. En 1 mois et demi, 2 mois, mais c'est vraiment une consultation tardive, ça. Alors, docteur, c'est professeur, docteur? Je suis d'abord docteur, médecin, et ensuite professeur titulaire à l'université. Okay. Alors, dites-nous, la Société de néphrologie souhaite faire un dépistage de masse. C'est très important parce que ça va impliquer beaucoup de choses. Alors, comment ça va se passer concrètement? Alors, concrètement, on se rend à Korogo, donc demain, et sur la place de l'Indépendance, qui est une place publique. Je remercie par cette occasion la mairie de Korogo qui s'est vraiment déployée. Et si vous permettez, le Club des hommes d'affaires musulmans, le Chamsi, qui nous a beaucoup aidé également à la réalisation de ce dépistage. Nous allons nous trouver sur une place publique. Et déjà, les autorités à Korogo ont déjà sensibilisé les parents, les radios de proximité, de sorte qu'il y aura un circuit pour les enfants où, avec mon personnel, mes collaborateurs, on va prendre les urines, tester les urines avec 10 paramètres, c'est quand même assez important. On peut y voir une infection urinaire, on peut y voir les protéines, l'albumine justement, on peut y voir s'il y a du diabète, on peut y voir pas mal de choses. Et justement, la prise de tension régulière des enfants, qui doit être un geste systématique, n'est pas faite régulièrement parce que les tensiomètres sont tout petits, adaptés, très chers, et les formations périphériques n'ont pas accès à ces tensiomètres. Et nous allons, avec ces tensiomètres, prendre la tension des enfants parce que l'hyperpression, l'hypertension artérielle chez l'enfant existe et c'est un facteur favorisant la survenue de l'insuffisance rénale chronique. Donc tous ces enfants vont avoir également la prise de la pression artérielle et là, on pourra détecter s'il y a un facteur favorisant et soit le prendre en charge sur place, soit lui demander de consulter justement à l'unité pour endiguer la progression de la maladie vers l'insuffisance rénale chronique. Alors, vous utilisez des bandelettes pour le dépistage. Est-ce que c'est fiable à 100%? Je crois que Marco, il a fait des études de médecine. Oui. Est-ce que c'est fiable? Alors, c'est bien que vous posiez la question parce que je viens de diriger un travail de recherche où nous avons étudié la valeur prédictive de la bandelette urinaire concernant les infections urinaires et nous avions des valeurs prédictives de 89%. C'est vrai que normalement, il faut prélever les urines, les emmener au laboratoire. Tout le monde n'a pas accès à un laboratoire et à partir des bandelettes, le fait de plonger, on a 89 à 90% d'avoir la bonne réponse. Très fiable.
Et on l'a dit à l'entame de cette émission, les enfants, la prise en charge des enfants n'est pas subventionnée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela puisse être rétabli très rapidement? Je pense que Nessie, c'est ça, hein, elle touche au point douloureux justement des néphropédiatres que nous sommes. Ça fait 10 ans que l'unité de néphrologie pédiatrique existe. Nous remercions l'État de Côte d'Ivoire de nous avoir donné les locaux, de nous accompagner par le personnel. Mais nous n'avons pas les consommables de dialyse, nous n'avons pas le matériel qu'il faut pour la prise en charge de ces enfants. Et de ce fait, les enfants ne bénéficient pas de la subvention que l'État de Côte d'Ivoire octroie aux adultes. Je reviens sur le fait qu'une dialyse de 80 000 coûte 1 750 à l'adulte quand elle est encore de 80 000 francs à l'enfant. La santé de la mère et de l'enfant, on espère qu'à nos 10 ans, justement, on obtiendra de l'État de Côte d'Ivoire cette subvention-là. Je crois que je n'ai pas encore répondu à votre question. Oui, ça va. Sauf si vous avez des compléments d'information. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'adultes malades que d'enfants malades? Non, je pense malades. que c'était une méconnaissance de la maladie. Nos rapports d'activité montrent régulièrement. Même dans les pays développés. Je remercie Madame le ministre qui a commencé à jeter un coup d'œil dessus. Mais on espère vivement qu'au cours de nos 10 ans, c'est-à-dire 2018, les démarches aboutiront de sorte que vous n'entendriez plus ces parents qui parlent de lourdeur financière. On a pas mal d'enfants qui arrêtent les traitements parce que ne pouvant pas assurer la prise en charge. Et je me relance encore dans le remerciement aux partenaires privés parce qu'aujourd'hui, les dialyses ne coûtent heureusement plus 80 000 francs. La différence est épongée par tous ces partenaires privés qui nous accompagnent, dont le CHAMSI. Je ne sais pas si je peux continuer. Allez-y, tant que c'est pour faire du bien aux populations. La Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, qui est vraiment notre premier partenaire, qui a permis... La Fondation Servir aussi, qui fait beaucoup, Fondation Kalou, on va citer tous, vous ne pouvez pas faire de jaloux, en tout cas, vraiment, il y a beaucoup... Peut-être qu'il faut qu'ils nous rejoignent chez l'enfant. Voilà. Chez les grands. Voilà. Concernant l'enfant, ce sont principalement la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom qui a permis la création de l'unité au départ, qui a été suivie par pas mal d'autres mouvements. Je veux citer les Novembers. Ce sont des bénévoles qui sont nés en novembre et qui viennent offrir aux enfants la possibilité d'être dialysés régulièrement. Et dites-nous, les appareils utilisés pour les grands sont différents pour les enfants? Pas du tout. Ce sont les mêmes appareils, mais les consommables sont adaptés à l'enfant. Voilà. Et puis aussi, là je vois donc s'il y a des personnalités, s'il y a des personnes, par exemple à l'extérieur, qui peuvent offrir par exemple le tensiomètre pour enfants, qui est très spécifique, vraiment ce serait bien, si vous pouvez faire un don, une idée, une expertise, ce serait bien, on en a besoin ici, dans notre pays en voie de développement. Et je suis très très heureux, très fier de vous, du travail que vous abattez. Vous aurez pu vous consacrer à autre chose, vous n'êtes pas nombreux, mais vous abattez un travail magnifique. Ce sont des personnes comme vous, comme ça, qu'on doit avoir régulièrement sur les réseaux sociaux, faire de la promotion. Vraiment, ça fait plaisir. Et à l'occasion de la journée de la femme, je sais que c'est la journée mondiale du rein, mais j'aimerais franchement dire que c'est ce genre de femme-là que moi je célèbre chaque 8 mars. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes seulement avant de conclure l'émission. On va revenir avec vous. Quand ça ne va pas, par exemple chez les enfants malades du rein, on sait que c'est la phase terminale. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour leur redonner le sourire? J'imagine que ça doit être très douloureux avant le départ. Je pense qu'il y a un degré de vérité à avoir avec les parents, mais c'est tout un processus. Hein. J'ai été néphropédiatre jeune, il y avait une tentative de fuite un petit peu de la situation, mais ce n'est pas la bonne attitude. L'attitude, c'est la vérité aux parents, l'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons de la dialyse, mais il y a 10 ans, quand je commençais la néphrologie pédiatrique, il n'y avait pas. C'était les accompagnements au décès. Et on apprend à être psychologue, on apprend à être la compassion, la vérité aux parents et l'accompagner dans cette épreuve jusqu'au bout, mais sans baisser les bras du côté médical, parce qu'on a toujours des cas où en dernière minute, il y a un revirement. Et c'est beau de vivre ça. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci pour toutes ces informations très importantes. Vous me permettez une dernière question? Bien sûr, Marco. À l'unité de néphrologie, vous avez des choses pour égayer les enfants? Vous avez besoin, par exemple, on a tellement d'entreprises qui ont des jouets qui après ne servent plus, que ce serait bien de donner ça aux enfants pour les égayer. Est-ce que c'est décoré? Est-ce que vos salles, est-ce que c'est décoré? Je pense que vous avez dû voir, j'ai une équipe formidable, depuis les éducatrices préscolaires jusqu'aux médecins que nous sommes. Nous fêtons les anniversaires des enfants. Chaque occasion de célébrer la vie chez ces enfants-là n'est pas loupée. Donc, on fait les anniversaires, on fait des pièces de théâtre, des choses avec les enfants et il y a de la décoration tout le temps
parce que chaque minute est une minute gagnée. Et j'ai comme ça souvenance d'un concert d'un grand groupe, le groupe Kassav, qui est allé donc dans un hôpital avec des malades du rein, qui a fait un concert. Et c'était magnifique parce qu'un des membres même était touché. C'est des choses qu'on peut faire ici. Il faut donner, il ne faut pas jeter, il faut donner. Il faut aider les personnes qui se battent, les personnes qui font de vraies choses pour faire avancer le pays. Juste me permettre de dire merci à toute cette équipe qui travaille autour de moi. Seul, ça n'aurait pas été possible. Je ne peux pas citer les noms, mais ils ont tous d'abord l'amour des enfants dans le cœur et c'est ça qui nous fera arriver à leur guérison et à une amélioration de leurs conditions de vie. Merci à tous. Et quand les enfants ont le sourire avec des personnes comme vous, c'est un pays vraiment qui a de bons piliers et surtout la bénédiction divine. Merci beaucoup. Il est 7h29. On embrasse tous ces enfants qui souffrent des maladies et on dit bon courage à leurs parents. Nous sommes de tout cœur avec vous. Le Dieu de la grâce et de la santé va sans doute vous visiter. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Bonne journée.